Et oui, tic-tac, 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 plus que quelques heures avant l'échéance du 1er août qui a été arbitrairement imposée là, par Donald Trump pour convenir d'ententes tarifaires avec les différents pays du monde. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve, nous, Canadiens, qui n'avons toujours pas d'entente avec les États-Unis, alors qu'on est évidemment un des principaux partenaires commerciaux de nos voisins du Sud. Plus tôt aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, entendu, le Mexique a obtenu un nouveau sursis de 90 jours dans la mise en œuvre des tarifs, en TACO, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? J'en parle avec Clément Gignac, qui est sénateur et économiste. Bonjour, M. Gignac. Bonjour, M. Gosselin. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc, vous avez vu comme moi la nouvelle là, concernant, bon, il y a eu cet appel entre Claudia Sheinbaum et Donald Trump plus tôt aujourd'hui, et donc un sursis de 90 jours. Est-ce que vous attendez à ce que le Canada obtienne peut-être la même chose d'ici la fin de la journée ou au cours de la journée de demain? Bien, en fait, si on se base sur ce qui s'est passé par le passé, lorsqu'il a donné quoi au Mexique, qui nous l'a donné automatiquement dans les heures qui ont suivi, on espère que ça va être le cas, parce que sinon, Francis, là, on va s'inquiéter sérieusement Hmm. qu'on est peut-être rendu au-delà d'une guerre commerciale. Déjà, on a essayé de pouvoir adoucir les relations avec M. Trump en abandonnant notre taxe sur services numériques, puis bon, on n'a pas eu de résultats concrets. On sait qu'il veut s'en prendre à la gestion de l'offre. Là, maintenant, il s'en prend à notre souveraineté pour décider de notre politique étrangère, notre Ouais. politique fiscale, s'il ne donne pas. Cette extension-là. Moi, Francis, je vais commencer à être même inquiet sur le renouvellement de la SIUM l'année prochaine. Là. Donc, à suivre. Là. Mais en même temps, je veux dire, M. Trump a beau dire ce qu'il veut bien, il y a une forte interdépendance entre les deux pays. Il y a plusieurs ressources stratégiques, énergétiques, notamment la potasse, M. Doug Ford le mentionne régulièrement, qui sont là, en fait, pour les Américains, vraiment stratégiques et qui proviennent très fortement du Canada. Les États-Unis ne seraient pas nécessairement gagnants là, de se priver de ces biens-là ou de les imposer très fortement. Comment vous voyez un peu là, justement la suite des choses? Est-ce qu'on a une carte à jouer ou est-ce qu'on est simplement prisonnier là, d'une relation asymétrique avec les Américains? On on a des cartes à jouer, mais il faut comprendre, lui, comment il voit ça. Lui, il ne voit pas le libre-échange là, comme un gagnant-gagnant. Lui, c'est comme on est dans une arène, puis un gagnant puis un perdant. Il faut savoir que nous, c'est 20 de notre économie, là, notre relation avec les États-Unis, le Hmm. commerce, c'est très important. 20 de notre PIB. Pour eux, le Canada, c'est 2 de leur PIB. Donc, on s'entend que même si on est le principal partenaire de 25 États américains, c'est pas nous autres qui pèsent bien gros dans la balance. Qui plus est, nos cartes Joker, on n'a pas voulu les utiliser. Exemple, c'est quoi nos cartes Joker? Un tarif à l'exportation du pétrole, du gaz naturel, de la potasse, de l'uranium. On n'ose pas toucher à ça parce que ça va amener beaucoup de tensions avec l'Alberta. Qui plus est, on n'a pas attaché nos ficelles avec le Mexique depuis 2, 3 mois, pensant que nous autres, on serait correct, puis le Mexique, c'est eux autres qui ont le problème à la frontière avec le fentanyl et tout. Mhm. Et là, on voit ce que ça donne. Donc, clairement, là, on va suivre ça de très près. Pour l'instant, c'est un scénario alternatif. Là. On va assumer qu'on va l'avoir notre extension, nous autres aussi, 90 jours. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'est-ce qu'il veut faire avec le Canada? Et veux-tu nous affaiblir pour qu'on s'agenouille, qu'on s'écrase, gestion de l'offre, la politique étrangère, comme si on était, je sais pas, un territoire comme Porto Rico? Là? Mhm. Je ne sais pas. Mais moi, je suis à quelque part, quand je vois le fait qu'il réagit à la décision du Canada de vouloir reconnaître la Palestine comme un État indépendant. Il n'y avait pas de problème quand c'est la France, quand c'est le UK, les autres pays, mais tout à coup, quand c'est nous autres, c'est comme s'il dit ah ben là, attends un peu, ça va être difficile de renouveler notre entente avec le Canada au plan commercial. Donc, on mêle les dossiers et on dirait que ça cache quelque chose. Oui, d'ailleurs, M. Gignac, je voulais vous faire remarquer que M. Trump n'a pas hésité non plus à faire un peu la même chose avec le Brésil. Là, de mémoire, je pense que les tarifs sont rendus à Exact. 90% là-bas. Puis ça n'a rien à voir avec des échanges commerciaux. Là. C'est toute une histoire de la Cour suprême qui poursuit l'ancien président Jair Bolsonaro. Donc, M. Trump utilise le tarif ultimement pour obtenir des gains qui sont non économiques. Là. Quand on parle de reconnaître la Palestine ou quoi que ce soit, ça n'a aucun rapport. Là.
permettez-moi l'expression, avec une négociation commerciale. Ceci dit, j'aimerais quand même vous entendre un peu sur la dimension stratégique, là, parce que, bon, je suis personnellement assez partisan de la taxe sur les services numériques. Je pense que la décision de Mark Carney hier là, de éventuellement reconnaître la Palestine, se liguer donc avec d'autres pays d'Europe est dans la bonne direction, là, sous toute réserve. Mais pourquoi ne pas avoir attendu après l'entente commerciale pour prendre ces décisions-là, les annoncer publiquement? Personnellement, je trouve ça un peu malhabile d'avoir pas... Parce que M. Starmer a d'abord eu l'entente commerciale, puis ensuite, il a un petit peu l'Europe de même. Là, je veux dire, pourquoi est-ce que le Canada insiste pour faire des choses qui, sciemment, on le sait, déplaisent aux Américains, alors qu'on n'a pas encore obtenu cette entente commerciale? Stratégiquement, qu'est-ce que vous en pensez? Bonne question. Premièrement, ton parallèle, le Brésil, je suis tout à fait d'accord là, que d'utiliser les tarifs comme arme et levier pour qu'on se soumette, là, qu'on soit assujetti aux caprices ou à volonté du roi du village, là, un peu comme un régime féodal. Ouais. Mon point, c'est que si on regarde, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais aimé, même si je ne l'aimais pas nécessairement la taxe sur les services numériques parce qu'elle était rétroactive et j'aime pas un principe de rétroactivité. Là-dessus, on s'entend, J'étais d'accord avec la taxe. On aurait dû la mettre en fiducie. On la met en fiducie. Si on a une entente, ben, on remboursera les entreprises, mais pourquoi l'avoir abolie? Fait que moi, je trouvais que c'était une erreur de l'avoir abolie. Là, maintenant, jusqu'où qu'on veut aller? Et dans le cas du Canada, on voit clairement qu'il en rajoute tout le temps. Puis là, c'est quoi notre prise de position? Comment qu'on doit se comporter? Moi, je dis que on ne doit pas signer n'importe quoi, parce que ça va être quoi? Là? Ça va nous coûter 150 milliards pour le dôme doré qu'il veut faire. On va laisser la gestion de l'offre jusqu'où qu'on va rendre, puis ça va être quoi l'étape d'après? Donc, on suit ça, mais je pense que le Canada, on aurait dû attacher une officielle avec le Mexique au lieu d'y aller en bilatéral avec Washington. On n'est même pas allé une fois à Mexico City rencontrer nos vis-à-vis, nos homologues là, au niveau des ministres. Là. Fait que là, ça risque de nous péter d'en face, cette histoire-là. Excuse-moi l'expression français. Oh. Et peut-être qu'il va falloir faire un reset avec l'Inde et la Chine parce que c'est des gros consommateurs de ressources naturelles. Puis aussi, on diversifierait nos exportations de ressources naturelles si on avait des meilleures relations avec ces pays-là, même si ce n'est pas nos amis, on va se dire, puis qui ne respectent pas nécessairement les droits humains. Mais regardez ce qui se passe au campus universitaire aux États-Unis. Là, on commence à être mal à l'aise également. Là, ouais. Et vous avez utilisé l'expression régime féodal, puis j'ai lu beaucoup en début de semaine, là, notamment suite à l'entente entre Mme von der Leyen et Donald Trump, hein, parce que on dit l'Union européenne, mais ça a quand même été deux individus qui se sont parlé. Plusieurs des pays membres de l'Union européenne étaient un peu désalignés, là, on va dire, avec l'entente finale. Mais le mot vassal, c'est-à-dire que l'Europe, c'est, que vous dites, mis le genou par terre, prêcher un peu une certaine loyauté au roi et accepter de payer un tribut. Là. Bref, il y a tout le langage médiéval que j'ai lu là, dans la presse française, dans la presse américaine. C'est ce qu'attend manifestement Donald Trump, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les Américains de voir tous ces vassaux, puis un peu, vous venez de le dire, le Canada, l'Europe, l'Inde, d'autres, qui se font tous un peu antagoniser en même temps? Y a-t-il pas un risque de voir tous ces gens-là s'associer ensemble puis développer des nouveaux canaux, comme on l'a déjà vu depuis l'élection de M. Carney? Puis finalement, est-ce qu'ensemble, il n'y a pas une manière de prendre une certaine vengeance, ou est-ce que les Américains sont à ce point dominants qu'ils sont incontournables? Bien, on est un peu comme dans une cour d'école avec le bully le plus fort. Or, au lieu de se parler puis de s'associer ensemble, on y est allé individuellement. Moi, je pensais qu'après le 1er avril, là, quand il est allé avec frapper tout le monde en même temps, que tarif c'est réciproque, là, je pensais qu'il n'aurait une alliance. Mais ça n'a pas été le cas. Et là, Trump a ajusté sa stratégie, commencé un par un, puis là, il est rendu que c'est 60% de toutes les importations américaines en dehors de la CEUM, là, qui a des ententes, là. Là, il va monter à 70% bientôt. Fait que là, il faut bien garder à l'esprit qu'au niveau des Américains, le secteur extérieur, c'est à peu près 12% de leur économie. Et les principaux partenaires, c'est le Canada et le Mexique à 2-3% du PIB. Donc, clairement, aussi longtemps que Wall Street fera des nouveaux records, puis que le monde ne s'énerve pas trop aux États-Unis, puis ça ne fait pas partie de l'actualité, puis des préoccupations des Américains, puis que l'inflation ne s'accélère pas plus que ça aux États-Unis, ben, sais-tu quoi? Il continue son jeu. Et là, les pays auraient dû s'allier avant de signer. Mais là, il commence à être
un peu compliqué. Et là, pour le Canada, c'est pas évident, parce que nous, on est un pays dépendant du secteur extérieur. Là, si tout le monde a des leads, puis nous autres, on n'en a pas, quelle est notre position? Est-ce qu'on accepte de faire un gros chèque pour le Dôme doré, de laisser aller la gestion de l'offre, ou on veut garder notre souveraineté politique, économique, fiscale et politique étrangère? Auquel cas, ça va être des moments plus difficiles. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans les moments plus difficiles? On est mieux de trouver d'autres partenaires. Mais les autres partenaires, là, je suis surpris là, par l'Europe. Pour ça que je parle de l'Inde et de la Chine. J'aimerais vous entendre brièvement, sénateur, sur justement l'impact que tout ça, ultimement, aura sur les États-Unis. Vous avez parlé du marché boursier. Je suis fasciné parce que, bon, je suis économiste comme vous. On sait que les tarifs, puis bon, Rio Tinto en parlait, les tarifs vont être payés en grande partie par les Américains, ce qui veut dire moins de profitabilité dans les entreprises américaines, des prix à la consommation plus élevés. La Fed là, est à l'affût là, d'une poussée de l'inflation, etc. Pour l'instant, Wall Street fait des records, il y a de la croissance. On dirait que Donald Trump fait littéralement n'importe quoi. De mon point de vue d'économiste, tout ça est très dommageable pour l'économie américaine. Et pourtant, c'est comme si rien ne se passait. Est-ce que c'est un effet de décalage? Est-ce que vous attendez à ce que l'automne soit particulièrement difficile pour les Américains? Comment vous expliquez que malgré toutes ces mauvaises décisions économiques, l'économie américaine soit à ce point résiliente là, pour l'instant? C'est parce que Wall Street, c'est pas l'économie américaine. Quand tu regardes Wall Street, l'entreprise la plus grosse, c'est Nvidia, 4 000 milliards. Ça, c'est plus gros que le PIB canadien. L'autre qui vient de rentrer, qui fait 4 000 milliards aujourd'hui, c'est Microsoft. Donc, l'intelligence artificielle, Nvidia, etc. Microsoft, c'est 100 fois plus gros que la capitalisation boursière de Ford. Ford est affecté par les tarifs. Microsoft n'est pas affecté par les tarifs. Donc, tant aussi longtemps que Wall Street va bien, parce que, étant donné que la composition de Wall Street est loin d'être l'économie américaine, puis que ça ne fait pas partie des breaking news dans les nouvelles américaines, cette guerre tarifaire-là, parce que nous, on met beaucoup d'importance, eux n'en mettent pas, ben c'est difficile de voir comment on va l'arrêter. Parce qu'il n'y a pas vraiment, les partenaires commerciaux se sont pas mis ensemble pour s'attaquer au bolet là, dans la cour d'école. Et là, on a le résultat qu'on a. Donc, j'espère me tromper. Je suis optimiste de nature, tu le sais, Francis, mais là, je commence à être un peu plus inquiet. Et si on n'a pas cette extension-là comme le Mexique, il faut recommencer à penser à un plan B pour le Canada. Et il faudra peut-être réformer nos alliances avec les pays asiatiques. Je suis en studio avec Fred Bastien, que vous connaissez peut-être. Puis évidemment, on a des commentaires là, des auditeurs. Puis Fred lui-même a souvent des avis très arrêtés. Fred, qu'est-ce que tu fais de ça? Très arrêtés. Au contraire, des avis très, très marchands. Non, mais justement, on a des auditeurs qui posent la question. Vous l'avez touché un peu, M. Gignac. Là. Il y a un auditeur qui nous écrit: le but ultime de Trump et ses conseillers est d'annexer le Canada. Lui dit c'est un pays à 80% anglo-saxon avec une population complètement culturellement américanisée. Vous en avez parlé un peu tantôt. Est-ce que c'est vraiment un scénario qu'on doit revisiter maintenant? Est-ce que c'est vraiment une tentative de nous affaiblir pour réouvrir cette possibilité-là? Très bonne question. Si on n'a pas cette extension-là de 90 jours, comme le Mexique vient de l'avoir, et qu'en plus, cet automne, il parle de la possibilité de ne pas renouveler la CIUM, on devra commencer à mettre une probabilité élevée qui va vouloir nous étouffer économiquement pour mieux nous annexer, ou du moins être comme Porto Rico, un statut spécial de territoire non annexé, mais qui est sous l'égide américaine, comme le Groenland. Donc, il faudrait y mettre une probabilité. Fait que moi, aussi longtemps qu'il me parle pas de mettre fin à la CIUM, je vais rester optimiste que ça va être un moment difficile à passer, il va falloir faire des concessions, mais s'il ne veut pas renouveler la CIUM, avez-vous pensé, c'est 20 de notre PIB, l'exportation aux États-Unis. Là, je vais commencer à mettre une probabilité élevée, et dans un tel cas, ça te prend des alliés puis des amis. Et là, quand je regarde comment que l'Europe s'est agenouillée devant les Américains, on est mieux d'aller avec l'Inde et la Chine qu'eux autres, ils tiennent leur bout par rapport à Donald Trump. Très intéressant. Merci. Clément Gignac, je rappelle que vous êtes sénateur et économiste. Toujours un plaisir de vous avoir à l'émission. Au plaisir de vous reparler un peu plus tard cet été. Au plaisir, Francis.